Merci beaucoup de nous suivre sur ce webinaire. Donc, je suis Cyrine Ponce et je suis avec Juliette Acosta. On est deux étudiantes de M1 cinéma et audiovisuel. Et avec un groupe de 8 étudiantes, on a organisé ce webinaire dans le cadre de la semaine Arts et Métiers sur Arts et Médias, pardon, sur l'impact de la crise sanitaire dans l'industrie des séries et en particulier sur des feuilletons quotidiens de France Télévisions. Donc pour ça, on remercie nos deux invités, Sophie Gigon et Thomas Desmatteis. Donc peut-être avant de commencer le vif du sujet, vous pouvez nous préciser un peu vos missions et vos fonctions. Sophie Gigon, vous êtes directrice de la fiction Daytime chez France Télévisions. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu. Absolument. Alors, moi, c'est le côté diffuseur, hein, c'est pas le côté producteur. Thomas Mathéis, lui, assure totalement la production. Dans l'unité Fiction des Times, il y a deux feuilletons. Il y a Un si grand soleil et Plus belle la vie. Et puis, on a un autre feuilleton qu'on fait en Outre-mer, enfin, qui est plutôt une série en Outre-mer, plus des formats courts. Voilà, donc c'est tout le travail, je ne vais pas le développer là peut-être, mais c'est tout le travail de diffuseur, en fait, qui est très particulier. Merci beaucoup. Et vous, du coup, Thomas Desmatteis, vous êtes producteur de Un si grand soleil? Tout à fait. Donc, moi, je suis producteur, je suis directeur délégué en charge de la fiction chez France Télévisions Studio, donc, qui est une structure de production qui appartient au groupe France Télévisions, mais qui est vraiment une boîte de prod. Donc, nous, on fabrique en bonne intelligence avec le diffuseur sur lequel on se met ensemble d'accord sur des objectifs. Et donc, avec Sophie qui s'extrayait un peu facilement du travail de production, puisqu'elle m'accompagne tout au long depuis maintenant des années et que c'est un travail qu'on fait de concert. C'est-à-dire qu'un producteur ne peut pas travailler sans son diffuseur et c'est pour nous extrêmement important de bénéficier de quelqu'un au sein de la chaîne qui est à la fois une courroie de distribution, qui est quelqu'un aussi qui a un regard un tout petit peu distancié par rapport à la production, puisque nous, on est vraiment la tête dedans et que Sophie, tout en étant très très proche de la série, est quand même un tout petit peu à distance et qu'elle peut du coup amener une vision extrêmement intéressante, que ce soit sur l'artistique, l'éditorial, les castings, et même sur la production en elle-même. Donc c'est un travail qui se fait de concert en fait entre le diffuseur et le producteur, et Sophie et moi, en tout cas, je vous le dis, on a beaucoup de chance, en tout cas pour ce qui me concerne, de travailler avec elle. Moi aussi. Merci beaucoup. Avant de lancer la discussion, une petite précision. Donc, nos auditeurs sont en direct sur un live YouTube par lequel nous recevrons des questions. Donc, à la fin de la discussion, on réservera un temps pour vous transmettre les éventuelles questions de nos auditeurs. Alors, pour lancer cette table ronde, je propose qu'on commence par parler de l'impact de la crise sanitaire sur la production et les tournages. Et on peut peut-être revenir finalement au tout début de cette crise sanitaire, il y a presque un an, jour pour jour, en mars dernier, avec l'annonce du premier confinement. Qu'est-ce que cette annonce a signifié pour vous, Thomas Desmatteis, en tant que producteur? Finalement, dans quel état d'esprit étiez-vous? Et est-ce que tout s'est complètement arrêté ou pas? Alors, complètement arrêté d'un point de vue opérationnel pur pour les gens qui travaillent sur les plateaux de tournage, oui. Même avec Sophie, on avait pris la décision d'anticiper un peu les choses. On a senti venir le confinement qui est arrivé, je crois, annoncé un mardi ou quelque chose comme ça. Nous, on s'était arrêté de travailler le vendredi qui a précédé. On a des cycles qui se terminent en fin de semaine. C'était plus simple pour nous d'arrêter là, avec la quasi-certitude que de toute façon, on allait demander de nous arrêter dans les jours qui suivaient. Donc oui, c'est très compliqué pour les équipes physiques de tournage qui, elles, vivent du tournage en permanence. Donc pour eux, l'arrêt est total. Mais évidemment, pour l'équipe de production qui m'entoure, c'est pas du tout un arrêt. Et même dans notre collaboration avec Sophie, c'est pas du tout un arrêt non plus. C'est-à-dire que c'est le début. Vous savez, les producteurs, notre métier, c'est de résoudre des problèmes. Donc, plus ou moins complexe, plus ou moins marrant, plus ou moins artistique, plus ou moins technique, plus ou moins financier. Mais notre travail fondamental, c'est de se saisir d'un sujet et d'arriver à le déminer totalement pour que les choses puissent se faire avec les ambitions artistiques attendues, les coûts envisagés. Donc là, vous vous retrouvez face à une nouvelle contrainte qui s'impose à vous, une donnée que vous n'aviez pas particulièrement anticipée et avec laquelle ça va être très compliqué de fonctionner.
Maintenant, l'état d'esprit dans lequel on se met tous à ce moment-là, c'est bon, il y a une crise qui nous tombe dessus, ça c'est une certitude. Moi, la première chose que je dis aux équipes, c'est je veux qu'à la sortie de ça, on ait gagné un truc. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Voilà, mais j'aimerais qu'on ne soit pas juste en sidération face à un arrêt qui nous tombe dessus, mais de nous interroger sur la qualité de notre série, sur ce qu'on fait, sur la manière dont on va reprendre, puisqu'on va reprendre. Moi, j'avais cette certitude. Donc, de se dire, voilà, ce n'est pas la fin du monde, c'est un arrêt, c'est quelque chose qui est très lourd, très complexe, parce que ce n'est pas des machines qui sont faites pour s'arrêter de toute façon, c'est des machines qui tournent non-stop. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qu'il faut décider. Alors, au début, un peu dans l'urgence, puis vous vous rendez compte que finalement, vous avez un peu de temps devant vous, mais en même temps, le confinement dure, mais vous ne savez pas combien de temps il va durer. Donc, c'est une espèce de grand jeu dans lequel vous vous aventurez, vous faites des petits paris, vous essayez d'améliorer un certain nombre de choses que vous aviez entre les mains et vous vous mettez surtout en perspective de quand on va reprendre et comment on va reprendre. Et là, on en revient à la boucle de ce que c'est qu'être un producteur. C'est juste nous, ce qui nous importe, c'est de travailler, que les équipes tournent, que les textes s'écrivent, que les comédiens soient sur les plateaux. Donc, la vraie question qui s'est posée à nous, c'est comment est-ce qu'on va être à nouveau capable de réunir l'ensemble de ces gens-là. Donc, on a assez vite fait appel à une équipe de médecins pour nous accompagner dans nos réflexions parce que ça soit Sophie, moi ou le reste de l'équipe, on n'est pas médecin, ça ne fait pas partie des formations qu'on a pu avoir et ce n'est pas tout à fait le genre de problématique qu'on rencontre d'habitude sur un tournage. Donc là, on a décidé de faire un effort un peu particulier et d'ailleurs, ils sont évidemment toujours avec nous aujourd'hui, ils encadrent la production depuis sa reprise. Mais ils nous ont servi à définir l'ensemble des protocoles, avoir les bons raisonnements, s'interroger aussi sur ce que c'était qu'un virus, sur sa capacité de transmission qui est plutôt mécanique. C'est-à-dire que si on ne met pas les gens en présence et machin, en fait, le truc ne passe pas. Donc, on n'est pas face à un truc magique. Donc, il y a tout un travail d'appréhension qui nous ont aidé à faire et ensuite de projection sur quelles allaient pouvoir être les nouvelles méthodologies qu'on allait mettre en œuvre, qui à la fois continuent à garder dans l'idée qu'on doit tourner et du coup donner la sensation aux téléspectateurs qu'il voit un film, mais lui il se fiche de savoir dans quelles conditions tout ça a été fait. Donc pas l'embarquer entre guillemets lui ou elle dans cette réflexion-là, mais plutôt les laisser en dehors et se dire comment est-ce que nous on est capable de bientôt à nouveau proposer quelque chose qui corresponde aux attentes des gens qui nous regardent. Et donc ça a été le travail qu'on a mené pendant 2 mois, avec en perspective une ressortie, un redémarrage, une écriture qui avait été modifiée en grande partie par rapport à ce qui aurait dû être tourné, ce qu'on aurait dû retrouver à l'antenne en fait, au moment de la reprise. Ce n'est pas du tout les épisodes qui étaient prévus, comme vous l'avez peut-être vu si vous avez un peu suivi l'actualité éditoriale de notre série. On a repris avec un compte à rebours qui annonçait le confinement à venir pour nos personnages. Donc, on a essayé à la fois d'intégrer dans notre réflexion la réalité de ce qu'on vivait, la manière dont le téléspectateur pourrait le recevoir et se dire qu'il allait falloir trouver un peu une parade à ce qu'on avait vécu. Donc, ça nous permettait aussi de modifier un peu l'axe éditorial général de la série. Et on a profité aussi de cet arrêt-là pour travailler dans cette perspective-là. Et justement, à ce propos, on se posait la question, donc on sait que certaines séries ont fait le choix d'intégrer au scénario la crise sanitaire qu'on a vécue. Pour Un si grand soleil, c'est présent, mais pas au même stade que peut-être d'autres séries américaines comme Grey's Anatomy qui ont vraiment centré la série sur ça. Plus belle la vie, il me semble que la série n'a pas intégré. Donc un peu en tant que producteur et par rapport à votre travail avec les scénaristes, quelle réflexion vous avez pu mener à propos d'intégrer ou pas au scénario de la série les événements qu'on vivait et si oui, pourquoi et sinon, pourquoi? Alors, la réflexion, elle est conjointe hein, là, pour le coup avec Sophie, c'est-à-dire que ça, c'est pas un truc qu'on peut décider tout seul dans notre coin. Le diffuseur et nous, on se pose les questions ensemble de ce qu'il est possible de faire, ce qui est souhaitable de faire. Après, on n'oublie pas la série telle qu'elle existe, et donc il y a aussi à un moment un cadre narratif qui invite à certaines choses et un cadre qui invite peut-être moins. Vous parlez de Grey's, c'est une série médicale. Il y a probablement chez eux une forme d'appétit à la gestion de leurs personnages,
d'une forme d'urgence, quelque chose auquel ils sont confrontés, d'une douleur émotionnelle très forte ressentie, mais qui fait clairement partie des codes narratifs de Grace. Chez nous, c'est plus difficile, c'est un peu différent. Nous, on avait fait le choix depuis le début d'être une série plutôt aspirationnelle, tournée vers l'avenir, racontant en fait que le monde est certes difficile à plein d'égards, mais qu'il offre aussi des perspectives chouettes, et que en fait le soleil se lève tous les jours, et que tous les jours une journée recommence, et que le bonheur est à saisir en bout de ligne chaque jour. Donc c'était compliqué de rentrer dans une espèce de tout drama autour du virus. D'autre part, pour être honnête, au moment où on repart, il ne faut pas oublier qu'on est une série quotidienne. Donc notre connaissance de la réalité de là où on se trouve, de vers quoi on va, moi je vais être très honnête, quand on a redémarré le tournage à la fin du mois de mai l'année dernière, je ne pensais pas forcément qu'aujourd'hui je vous parlerai avec un masque parce que je suis au studio et il y a des gens pas très loin de moi. Et que ça durerait autant dans le temps. C'est-à-dire qu'on avait tous la perspective que dans 3-4 mois, ça serait terminé. Donc en fait, nous, on a renoncé à faire des paris à un certain moment. On s'est dit qu'on ne souhaitait pas que la série soit une uchronie. Et elle a quelque chose qui s'inscrit dans le temps du réel. Ce n'est pas une série comme d'autres peuvent l'être, avec une chronologie qui cherche à respecter vraiment la chronologie du réel que vit le téléspectateur dans son quotidien. Nous, on a une approche narrative qui est légèrement différente de ça. On s'inscrit autour du réel, mais on raconte des histoires. On est vraiment plus une série qu'un feuilleton, dans le sens où on ne cherche pas à être le roman quotidien de la France, mais plutôt que nos personnages soient une forme d'incarnation de quelque chose qui peut se passer dans notre pays. Donc, je ne sais pas si vous percevez clairement la distinction entre les deux, mais du coup, ça nous a amené quand même à nous dire, on ne souhaite pas que la série devienne une uchronie, donc il n'est pas question que les personnages n'aient pas vécu ce moment-là. Maintenant, on ne souhaite pas que la série s'enfonce dans la logique de raconter le quotidien des individus, donc il n'est pas question que ça soit quelque chose qui perdure dans le temps. C'est-à-dire que nos personnages devront l'avoir vécu au même titre que les spectateurs, mais l'attente générale pour la série telle que nous la percevions est une série qui se projette plus vers l'avenir plutôt que de se tourner vers l'ultra quotidien. Et donc, on est parti de l'idée qu'on allait plutôt continuer à raconter des choses dans un après-virus, dont on est sûr qu'il viendra à un moment, plutôt que de se concentrer sur l'ultra-réel et la gestion du virus dans le quotidien sur la durée. Alors, vous avez dit que vous êtes actuellement, du coup, dans le studio. On avait des questions sur ça. Comment ça se passe au quotidien, finalement, un tournage en pleine pandémie, avec les règles sanitaires plutôt strictes? Comment ça se passe pour vous? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Beaucoup de gens ont la sensation assez claire d'avoir de la chance, de pouvoir pratiquer leur métier, de pouvoir continuer à le faire. Pour beaucoup des gens qui travaillent avec nous, en fait, le temps d'arrêt a été celui du premier confinement. Depuis ce jour-là, nous, on retravaille normalement en termes de rythme. Après, comme vous pouvez le voir, pas tout à fait normalement. Il y a effectivement des passages obligés, des masques, du gel hydroalcoolique. On procède à un certain nombre de tests, notamment sur les comédiens et sur les gens qui les entourent directement. Donc, il y a beaucoup de petites contraintes supplémentaires qui se sont ajoutées. Mais j'aurais tendance à vous dire qu'on les a plutôt intégrées comme des contraintes de production. Un peu comme si il pleuvait tous les jours, quoi. Alors, en studio, ce n'est pas forcément un problème, la pluie, mais quand vous êtes en extérieur, voilà, faut vous adapter à ça, il faut trouver des solutions. La Covid, ça a été ça pour nous, c'est-à-dire qu'on essaye de l'intégrer comme quelque chose qui est une forme de handicap dans l'activité qui est la nôtre, mais dont on refuse qu'il soit un point final à ce qu'on fait. Donc, on s'organise pour l'intégrer, pour faire en sorte que ça soit le moins complexe, le moins difficile, le moins invasif possible pour l'ensemble des gens. Et néanmoins, on se confronte au réel, ça existe, c'est là, donc il faut bien faire avec.
Donc, on essaye d'être très vigilant, d'avoir une surveillance accrue. Ça a augmenté beaucoup un certain nombre de dépenses, puisque ne serait-ce que l'achat des masques, la distribution, la supervision, le fait de s'assurer sur chaque plateau qu'il y ait quelqu'un qui soit ce qu'on appelle un référent Covid, qui puisse rappeler aux uns et aux autres les bonnes pratiques, qui puisse de temps en temps rappeler à quelqu'un qui a besoin de prendre l'air que s'il veut bien le faire, il faut qu'il aille vraiment plus loin. Enfin, voilà, donc tout un travail d'accompagnement, mais qui se veut aussi quelque chose de pas brutal. On est dans quelque chose où ça doit être important pour ceux qui sont là de comprendre qu'il y a une nécessité à être vigilant parce que ça peut signifier assez vite pour nous des arrêts prolongés de travail. C'est pas souhaitable. Et en même temps, être conscient aussi que c'est un phénomène qui dure, que c'est difficile et que c'est pas quelque chose où il suffit pas de brailler sur les gens. C'est quelque chose où on doit tous ensemble se mettre dans un collectif avec la perspective d'essayer de minorer l'impact que ça peut avoir sur nous et en même temps d'être suffisamment vigilant pour pas se retrouver avec des contaminations par paquet. Donc ça rend les choses un peu compliquées, mais on essaie de prendre ça avec le sourire et de continuer à garder l'énergie qui est là. Et puis, ça pousse à l'inventivité, notamment pour les réalisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit rendre et restituer à l'image en termes de sensations ressenties par le téléspectateur. Avant, on pouvait le faire à travers des gestes physiques. Voilà, il a fallu trouver d'autres parades, alors que ce soit qu'on joue avec les focales, qu'on propose des mises en scène un peu différentes, des suggestions de quelque chose qui va se produire ou vient de se produire. Donc, tout un travail intellectuel qui a accompagné tout ça aussi et qui, d'une certaine manière, est assez intéressant et vous amène aussi à vous reposer quelques questions que vous ne vous posez pas forcément quand vous êtes libre de vos mouvements. Mais vous savez, c'est comme quand vous êtes enrhumé, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que c'est tellement bon de respirer. Donc là, on est un peu confronté à ça. On aimerait beaucoup à nouveau respirer, mais on se rend compte que bon, avec un mouchoir, on s'en sort. Donc pour l'instant, on fait le mouchoir. Et peut-être, Sophie Gigon, vous avez des remarques par rapport à tout ce qui a été dit à ajouter? Non, non, tout ce que j'ai rien à rajouter par rapport à ce que Thomas a dit, qui est très complet. Il y a juste qu'il faut, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'année dernière, il y a un an, ça nous est quand même tous tombé dessus d'un coup comme ça, qu'on n'y était d'abord pas préparé du tout, et que toutes les décisions qu'on a prises au fur et à mesure étaient des vrais paris à chaque fois, parce qu'on ne savait absolument pas de quoi était fait l'avenir et comment les choses allaient pouvoir évoluer. On a eu très peur pour nos comédiens aussi, parce que pas de comédiens, pas de série. Donc, ça a été vraiment une des premières grandes mesures, c'était de s'occuper d'eux et de les protéger énormément. Voilà. Après, là, on est évidemment, on est plus, on est revenu à quelque chose de normal. Thomas dit ça de façon très modeste, mais c'est un travail colossal pour eux en plus, tous les jours sur le studio, colossal. C'est vraiment, c'est devenu une contrainte majeure. Alors, tout le monde fait avec des contraintes, hein, mais c'est quand même des contraintes majeures. Voilà. Après, il y a quelques comédiens qui en sont des cas contacts, qui ont pu avoir la Covid, mais peu finalement, parce que c'est extrêmement précautionneux. Et je dois dire que la production a réagi extrêmement vite tout de suite pour réaménager les plans de travail, etc. Il faudrait que vous voyiez ce que c'est un plan de travail de feuilleton. C'est vertigineux. C'est-à-dire que tout est imbriqué en fait, et vous bougez une petite case et tout est obligé de bouger autour. Donc, il y a déjà beaucoup de contraintes quand tout va bien, hein, dans les temps, je dirais, entre guillemets, normaux. Mais là, avec les mesures sanitaires qui se sont imposées, ça a été terrible. Vraiment, ça a été très lourd et ils s'en sont extrêmement bien sortis. Peut-être qu'on peut vous poser des questions sur la diffusion de la série de ce qu'on a, selon nos renseignements, a été arrêté pendant un temps. Comment l'arrêt... Pour parler plus spécialement, on parlera peut-être après de Plus belle la vie, parce que, et même OPJ si vous voulez, parce que c'est trois cas très différents. Ainsi Grand Soleil, en fait, la décision immédiate des antennes a été de donner de la place à l'info. Or, ce qui était une évidence, Ainsi Grand Soleil était programmé à 20h40. Il a fallu donc l'arrêter à un moment, et on l'a arrêté à un moment qui n'était pas prévu non plus du tout. Donc l'histoire est restée très suspendue. Et puis, on a repris un peu plus tard. On avait heureusement un tout petit peu de stock d'avance.
en régie. Donc, quand le tournage a reprendre, on a pu écouler un peu du stock, le refaire et repartir dans un rythme normal de production. Mais c'est toutes ces décisions-là qui ont été compliquées à prendre, et pour les antennes et pour la production, parce que tout ça se fait ensemble. Vous ne pouvez pas décider d'un côté de reprendre une fiction, de reprendre une série, sans avoir avant bien expertisé ce qui se passait sur les plateaux, etc. Donc, pour Incident Soleil, oui, ça s'est passé comme ça. On a une interruption d'antenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la règle numéro 1 d'un feuilleton, mais numéro 1, c'est de jamais s'interrompre. Jamais. Donc là, c'est arrivé. Ça n'est pas arrivé qu'à nous en France, c'est arrivé dans pas mal de pays. Donc c'est tout à fait étonnant et inédit comme situation. Ce qui s'est passé, c'est que Thomas et son équipe et les auteurs ont proposé cette façon de faire qui était assez novatrice, et je crois que c'est le seul feuilleton en France qui l'a fait, c'est-à-dire de refaire un espèce de compte à rebours, en fait, en intégrant la période Covid et en retombant sur nos pieds. Et je dois dire que dès le premier jour, tous les téléspectateurs étaient de nouveau au rendez-vous. Ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant toute la période où on n'a pas diffusé en linéaire, les éditions, tout ce qui est édition numérique, réseaux sociaux, etc., a abondamment nourri, en fait, sur les personnages, sur les histoires. Ils ont beaucoup fabriqué, beaucoup travaillé de leur côté, de chez eux, pour qu'il y ait un lien véritable encore avec le public. Voilà. Alors, on avait des questions sur ça, sur le lien avec les téléspectateurs, parce que vous avez quand même un public très fidélisé. Enfin, est-ce qu'il y a eu des campagnes un peu réfléchies, pensées pour maintenir ce lien-là? Est-ce que ça a été vraiment pensé dans les détails? Ben, c'était vraiment. Alors, la communication a continué aussi. Il y a eu des articles, on a continué comme ça, mais c'était surtout, oui, sur les réseaux sociaux, poster des contenus originaux. Voilà. Il y en a eu moins qu'habituellement, évidemment, parce que les contenus originaux suivent l'histoire qui est à l'antenne en linéaire. Mais oui, on a continué comme ça. Sur France TV, le replay s'est arrêté aussi, évidemment. On n'a pas remis des épisodes à l'avance parce qu'on aurait pu faire ça aussi, hein, mais des épisodes, on a choisi de vraiment arrêter de jouer le jeu de l'actualité et d'être dans le temps réel des Français. Voilà. Thomas Desmathés, vous nous avez dit avant de commencer que vous deviez peut-être rester qu'une demi-heure. Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour être avec nous ou... Ah, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Pardon, excusez-moi. Je disais, il me reste 3 minutes et je vais devoir vous quitter pour aller me rendre dans un autre Zoom. Je suis désolé, mais voilà, je m'excuse. Je m'étais engagé à être là plus longtemps et je me rends compte des choses qui m'arrivent un peu au dernier moment, que j'ai pas trop le choix. Donc, voilà, je suis prêt à répondre aux dernières questions et après, je vous saluerai et je vous laisserai en la compagnie de Sophie. Je pense qu'on peut, c'est surtout vous remercier malgré tout d'avoir pris le temps de Non, venir. mais merci à vous de cette invitation. Moi, je suis tout à fait disposé à revenir à travers Zoom ou d'autres, discuter avec vous de production, qu'il s'agisse de séries quotidiennes ou de coproduction internationale ou de séries domestiques, puisque nous, on fait tout ça chez France Télévisions Studio. Donc, on est à votre disposition et très heureux d'avoir pu rencontrer quelques-uns des étudiants à travers vous là aujourd'hui. Et puis, je vous dis, s'il y a d'autres questions et d'autres choses et que vous souhaitez qu'on remonte une opération où cette fois, j'essaierai d'être plus disponible, et vraiment, ce sera avec grand plaisir. Et en tout cas, un grand merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Du coup, peut-être que vous avez évoqué Plus belle la vie et une autre série. Alors, donc on a d'abord il a été décidé, alors ça c'est toujours des décisions aussi d'antenne, hein, de prolonger sur Plus belle la vie, de prolonger la diffusion, ce qui nous a permis d'être le seul feuilleton à l'antenne en fait pendant pas mal de temps, parce que il y avait un stock assez important déjà en régie, donc on a pu tenir longtemps. Puis ensuite on a pris la décision de rediffuser une arche qui avait été très très populaire. On a mis longtemps à choisir l'arche, une arche très populaire. Et ce qu'il faut voir, c'est que je le redis, mais il y a un an, on était dans le flou le plus total. Donc remettre une arche, une histoire entière à l'antenne était très compliqué parce qu'on ne savait pas si on allait être déconfiné dans un mois et demi, 2 mois, etc. Donc, on a fait un choix qui s'est avéré payant. C'est-à-dire, on a eu de la chance, là.
où on a pu diffuser une arche entière avant de reprendre quotidiennement les épisodes en inédit. Voilà. Donc, toute cette période-là, en fait, pour ces 2 feuilletons-là, Thomas le disait très bien, c'est que ça a été une période aussi où on a pu se reposer beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On était un peu enseveli d'un travail qui était différent de celui qu'on fait habituellement, hein, quand on est dans un feuilleton quotidien. Je pourrais vous en parler après si ça intéresse tout le monde, là, mais c'est un travail qui est très, comment dire, qui est très séquencé. On sait exactement ce qu'il y a à faire tous les jours, chaque semaine, à quel moment arrivent les écritures, quand est-ce qu'on fait des retours, etc. Et aussi bien pour la production, où ils ont des plans de travail qui sont aménagés sur 15 jours. Ils savent parfaitement tout ce qu'il y a à faire sur 15 jours, tous les jours, le nombre de comédiens, le nombre de scènes, les lieux, etc. Donc, c'est très, très organisé un feuilleton parce que finalement, c'est diffusé tous les jours de l'année. Et c'est le seul programme comme ça, je ne parle pas de l'information, hein, mais qui soit diffusé, de création qui soit diffusé tous les jours de l'année. Il y a souvent des interruptions l'été, hein, pour les magazines, les jeux, etc. Mais nous, c'est tous les jours. Donc, on est dans une rythmique un peu particulière, je dirais. Donc, quand on s'est arrêté l'année dernière, cette rythmique-là s'est suspendue et c'est ça qui nous a permis aussi de travailler autrement. On a travaillé beaucoup avec les auteurs. On a pris beaucoup de décisions. Voilà, j'espère que ça a été les bonnes, mais apparemment, ça a été à peu près parce qu'on a vraiment récupéré notre public du jour au lendemain sur Un si grand soleil. Sur Plus belle la vie, ça a été plus compliqué parce que Plus belle la vie, le rapport de Plus belle la vie à son public, c'est un rapport d'abord un rapport de proximité, un rapport très quotidien, un rapport très fidèle, très tenu. C'est le plus ancien feuilleton en France, hein, puisqu'il maintenant il est dans sa 17e année. Voilà, ce qui est rien, hein, par rapport au feuilleton anglais, mais c'est déjà pas mal. Et il faut dire que Plus belle la vie a été un feuilleton qui était le feuilleton unique pendant 15 ans. Ce qui est quand même, ou 14 ans. Ce qui a été, après, DNA est arrivé, Demain nous appartient est arrivé, ensuite Un si grand soleil, maintenant ici tout commence. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Je fais une petite diversion, mais je vais revenir, hein, à la question. C'est quelque chose d'assez unique, la France, en fait. Mais comme dans beaucoup de domaines, on est un petit peu à part sur certains comportements. Et en fait, depuis des années et des années, on essaye, enfin, avant que Plus belle la vie arrive, on a essayé, toute chaîne confondue, hein, de faire des feuilletons. Alors, il y en a un qui a un peu plus longtemps marché que les autres, c'est Chaton Ballon, dans les années 90 sur France 2. Il y a eu 5 sœurs, il y a eu sur TF1, il y en a eu 2 aussi, sur M6, il y en a aussi. Tout le monde a fait des essais. En fait, ça n'a jamais pris et on a plusieurs réponses à ça. Je ne sais pas laquelle est la bonne et pourquoi exactement le public français n'était pas prêt à s'attacher quotidiennement comme ça à un feuilleton. Mais bref, Plus belle la vie a fonctionné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Plus belle la vie, en fait, a élevé des poussins, voilà, qui ont grandi avec Plus belle la vie, qui sont devenus des très grands professionnels du feuilleton et qui font aujourd'hui les 4 feuilletons. Voilà, c'est-à-dire que ça a été une école pour tout le monde, en fait, Plus belle la vie au démarrage. Et puis après, voilà, il y a Un si grand soleil, le directeur d'écriture et le directeur d'écriture qui étaient sur Plus belle la vie, par exemple. Donc, Plus belle la vie a grandi aussi en même temps que ses talents et ses experts. Donc, Plus belle la vie, je dirais, est un tout petit peu à part et a un rapport à ses téléspectateurs qui est étonnant. C'est-à-dire que vous verriez ce qui se passe dans une salle où on projette un épisode et où des comédiens viennent parler avec des fans. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Il y a un amour pour ce feuilleton et pour ces personnages qui est assez extraordinaire. Donc, on rediffuse, je reviens il y a 1 an, donc on rediffuse une arche qui n'a pas très, très bien marché. C'est pas ce qu'ils attendaient, c'est pas ce qu'ils voulaient, etc. Et alors, comme on avait attendu plus longtemps pour Plus belle la vie et qu'on avait écumé tout le stock, on a dû reprendre la diffusion plus tard. Et on l'a payé assez cher, ça, je dois dire. Pas assez cher, on l'a un peu payé parce qu'Un si grand soleil et Demain nous appartient avaient déjà recommencé et étaient déjà allés rechercher les amateurs de feuilletons. Donc, on a eu du mal. Là, ça y est, on a retrouvé nos téléspectateurs et on a bien remonté la pente, mais ça a été plus douloureux, en fait, que pour Un si grand soleil. Voilà, alors il y a eu ça. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans la période du confinement et depuis 1 an, le total télévisuel a très, très fortement augmenté, très fortement, et que les habitudes ont changé aussi. C'est-à-dire que tout le monde était à la maison et a continué d'explorer un peu plus tout ce qui se passait en télévision.
Donc, probablement, le public s'est un peu réparti autrement. Il est allé voir d'autres choses. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu un petit défaut au redémarrage qui s'est assez vite calmé. Il y a un troisième feuilleton dont on se souvient, il y en a d'autres, mais troisième feuilleton peut-être dont je vais parler aussi parce c'est assez intéressant. C'est encore vraiment un autre cas de figure. C'est OPJ. Je ne sais pas si vous voyez tous ce que c'est. C'est une série ultramarine. C'est faite par les producteurs qui avaient fait Foudre et puis ensuite Cut à La Réunion et qui font OPJ maintenant. Et donc, on a décidé de changer de bassin océanique puisque OPJ avait été tourné pendant 6 saisons à La Réunion. Alors, ce n'est pas un feuilleton quotidien, ce n'est pas la même chose, c'est une série, mais c'est une série très longue, puisque c'était 70 fois 26 épisodes. Hein, c'est quand même des grosses bestioles à produire, à créer, etc. Et on a décidé d'aller dans le Pacifique. Donc, on l'a créée pour qu'elle soit en Nouvelle-Calédonie. C'était important de parler de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que France Télévisions est très, très concernés par la diffusion de programmes en Outre-mer, qui s'appelle le pacte de visibilité, en fait, qui a été signé avec l'État et qui nous implique dans la visibilité, en fait, des territoires d'Outre-mer. Voilà. Donc, cette fiction avait été déjà décidée avant ce pacte, mais tout est écrit, tout est préparé, les décors sont montés, construits, les caméras sont sur place, tout le monde est formé. Ce qu'il faut savoir, c'est que OPJ, aussi bien que Cut, pardon, a aussi une autre grande mission qui est de former des techniciens et des comédiens, enfin des comédiens et des techniciens sur place. Donc, ce qui a été fait avec Cut, c'est-à-dire que la première saison, il y avait quelques techniciens, quelques comédiens, et puis des seconds rôles, beaucoup de second rôles, troisième rôle réunionnais. Et à la fin, 100% de l'équipe était réunionnaise, l'équipe technique, et avec, je dirais, 70% de comédiens réunionnais. Donc ça, c'est un autre travail qui est fait et qu'on devait aller faire en Calédonie, puisqu'en Calédonie, c'est une terre, c'est un pays absolument magnifique, mais qui est juste à 34 heures de voyage, de transport de la France. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il s'y tourne dans le Pacifique, il se tourne quelques films de cinéma, un peu de séries, un peu d'audiovisuel aussi en Polynésie, un peu moins en Nouvelle-Calédonie. C'était notre façon de concourir aussi à former et à faire monter les talents calédoniens. Et nous voilà, je parle de nous, mais c'est les producteurs qui arrivent donc là-bas sur place, qui préparent tout, tout était prêt. Un premier jour de tournage, et à la fin du premier jour de tournage, le confinement tombe. Ça a été terrible, quoi. Terrible, triste, difficile. Et il a fallu rapatrier tout le monde. Et quand le confinement s'est arrêté en métropole, il a été décidé évidemment de retourner à La Réunion. Et La Réunion, à ce moment-là, a fermé ses frontières. Et donc, on n'a pas pu y aller. On est retourné à La Réunion, qui nous a très aimablement reçus de nouveau, repris de nouveau. Et donc là, on a fini de tourner la deuxième saison d'OPJ la semaine dernière. Voilà. Alors, on n'a pas les mêmes problèmes de diffusion avec OPJ parce que ça prend pas, c'est pas une case quotidienne, c'est diffusé sur les premières, vous savez qui sont les chaînes d'outre-mer de France Télévisions, il y en a 9. C'est diffusé aussi sur une chaîne nationale, sur France 3. Voilà, donc ça c'était encore un autre cas de figure. Hein. Celui-là très lourd, très compliqué. Il a fallu casser des décors, ce qui est toujours terrible. Hein. Voilà, casser des décors, rapatrier tout le matériel qui est resté bloqué là-bas. Enfin, ça a été très très lourd pour la production. Et là, il y avait des comédiens calédoniens aussi qu'on a fait venir, qui ont le droit de sortir de Calédonie, qu'on a fait venir et qui sont venus à La Réunion pour tourner pendant 4 mois. Là. Et qui viennent de revenir chez eux. Voilà. Alors, on avait une question du chat sur le travail avec les auteurs à la suite du confinement. Comment la distance a affecté en fait ce travail d'accompagnement des auteurs? On en a un petit peu parlé, mais du coup, c'était cette question-là. Alors, ce qui a été compliqué et qui est toujours très compliqué, parce que vous voyez, je suis chez moi, là, on est tous en télétravail, on ne peut pas revenir en fait au siège encore pour l'instant, j'espère que ça va être pour bientôt. On essaye de ne pas venir trop sur les tournages pour ne pas transporter le virus hein, avec les transports, etc. Donc, on a raréfié vraiment nos voyages, ce qui est très, très compliqué pour nous parce que c'est quand même une partie de notre travail de faire
aussi bien pour, là je parle pas de la Réunion, hein, parce que c'est plus compliqué au quotidien d'y venir, mais pour Marseille et pour Montpellier, les équipes, les conseillers de programme qui travaillent dans l'équipe là, de la fiction des Times, avaient l'habitude de venir une fois tous les 15 jours à peu près sur place, voir tout le monde, etc. Parce qu'on ne veut pas avoir la tête pensante à Paris et les jambes qui font voilà, dans le sud. Ça, c'est pas envisageable. Et puis, il y a toujours beaucoup de choses qu'il faut régler sur place. Voilà, et puis voir les réalisateurs, voir les comédiens, voir un peu tout le monde et voir l'équipe de production aussi là-bas. Donc ça n'a pas été possible et c'est encore un peu difficile. On essaye d'éviter d'y aller. On donne une priorité aux journalistes, en fait. Voilà, si quelqu'un peut y aller, c'est surtout eux pour l'instant, mais on va y retourner là. On y va une fois par mois, une fois, au lieu d'une fois tous les 15 jours. Ensuite, c'est une bonne question parce que c'est un vrai problème de travailler sans se voir, notamment toutes les réunions éditoriales qu'on pouvait se faire avec les auteurs, qu'on ne peut plus faire du tout, qu'on fait en Zoom, en distanciel. C'est très, c'est très compliqué, ça prend beaucoup d'énergie, parce qu'on a souvent des points de discussion, hein, de partage, mais de discussion aussi, de points de vue différents, il faut qu'on arrive à rejoindre à un moment ou à un autre. Et tout ça, le faire sur Zoom, vous savez tous, hein, parce que j'imagine qu'en tant qu'étudiant, c'est très, très difficile pour vous aussi. Et c'est difficile quand vous n'êtes pas en face de quelqu'un de lui expliquer voilà, ce que vous souhaitez réellement apporter comme modification, comme changement, si ça lui convient, s'il voit quelle est une idée qui soit plus efficace. Si, tout ça, ça se fait aussi avec en présentiel, dans l'émotion, dans le partage. Un vrai partage, c'est pas un partage sur Zoom, c'est très compliqué. Il faut beaucoup d'attention, beaucoup de voilà. Et puis surtout, ça c'est presque un détail, surtout ce qui a été très dommageable, c'est que tous les auteurs travaillent en atelier, ils travaillent ensemble, même si parfois ils n'habitent pas aux mêmes endroits, ils se réunissent minimum une fois par semaine pour mettre à plat leurs travaux, leurs idées, etc. Et c'est un ralentissement terrible pour l'écriture, parce que d'arriver à partager ce que vous pouvez partager en 2 minutes en faisant 2 mètres, ça c'est fini. Donc c'est un peu les grandes messes à chaque fois. On n'est plus dans l'instantané. Et comme nous, on est sur une chaîne hein, où on se déplace, on voit les gens, les choses, on les résout rapidement, etc. Là, c'est quasiment impossible. Moi, je passe mes journées au téléphone, quoi. Donc, et c'est pas spontané, c'est pas aussi spontané que ce qu'on avait avant. Donc voilà. Alors pour l'écriture, ils se sont organisés différemment. Alors je mets OPJ d'un côté parce qu'OPJ c'est une plus petite structure, hein, voilà, d'écriture. Mais pour les deux feuilletons, ils sont assez différents. Ils sont beaucoup sur Zoom en fait, sur Plus belle la vie. Ils sont obligés de travailler comme ça. Et sur Plus belle la vie, ils ont réussi à s'organiser parce qu'il y a plus de Parisiens en fait dans Plus belle la vie, à se voir à 2, 3, mais avec les mesures sanitaires, dans des salles de réunion, etc. Et nous, on fait une fois par mois aussi une réunion éditoriale dans une immense salle, avec les masques, bien sûr, certains sur Zoom, parce qu'ils ne peuvent pas venir, etc. Donc, c'est vrai que c'est énergétivore et puis ça ralentit les process. Enfin, c'est vraiment, cette histoire-là, c'est vraiment pas, c'est pas facile, quoi. Hein. Voilà. Mais le travail se fait parce que quoi qu'il arrive, on délivre 50 minutes aux antennes tous les jours, quoi. Enfin, 2 fois 26 minutes tous les jours. Donc, il faut bien que les choses se fassent. Voilà. Et alors, juste pour savoir un peu, on parle de combien d'auteurs, combien d'auteurs travaillent au quotidien sur 25 à peu près. D'accord. Voilà, 25. J'ai en moyenne 25 personnes, mais ça tourne. Voilà, ça dépend. Il y en a qui travaillent sur les arches, d'autres sur les séquenciers, d'autres sur les dialogues. Il y en a qui restent. Tout ce qui est directeur d'écriture est là tout le temps. Directeur du dialoguiste reste là tout le temps aussi. C'est des organisations un petit peu différentes, mais c'est une histoire de personnalité aussi. Et puis Plus belle la vie s'est organisé d'une autre façon depuis très très longtemps. Ainsi Grand Soleil est venu tirer aussi certaines leçons de l'organisation de Plus belle la vie, faire un peu autrement. Après, je pense que pour les deux feuilletons TF1, c'est sensiblement la même chose, hein, mais il doit y avoir quand même quelques spécificités. Les auteurs peuvent travailler en binôme aussi, ça arrive aussi de temps en temps. Pour les dialogues, ils travaillent souvent tout seuls.
Les arches, c'était avant, c'était ça qui était bien, c'était sur un si grand soleil, des grandes décisions avec des idées jetées sur la table comme ça, triées, retravaillées, etc., avec des grands ateliers où tout le monde était là pendant une journée entière. Ça, c'est plus possible. Voilà, donc et pourtant, il délivre tous les jours, voilà, les séquenciers, les arches, en fait, on les travaille un peu différemment sur, si ça vous, je sais pas si ça vous intéresse, sur Plus belle la vie, c'est sur Un si grand soleil. Une arche, c'est une histoire qui court sur 4 semaines à peu près sur Un si grand soleil et entre, on va dire 6 et 8 semaines sur Plus belle la vie pour l'arche majeure, d'accord? Ce qu'on appelle l'arche A. Sur Un si grand soleil, il y a 2 arches, en gros, il y a l'arche A et l'arche B, d'accord? Souvent, l'arche A démarre en B, et se termine et on fait des espèces de montées comme ça, ou parfois c'est indépendant. Sur Plus belle la vie, c'est différent. Il y a une arche A principale, donc qui va durer entre 6 et 8 semaines, et dessous, vous avez 3 histoires, B, C et D. Et ces 3 histoires, elles apparaissent au fur et à mesure dans la semaine. Voilà. Et elles sont tressées aussi sur un certain nombre de semaines. Et les A, pareil, commencent aussi en B. Sur OPJ, c'est très différent. C'est plus écrit comme la fiction traditionnelle. On passe aussi par un grand synopsis sur toute la saison, voilà, sur lequel on se met d'accord tous ensemble. On rediscute beaucoup, puis après, on se met d'accord. C'est un exercice très particulier de lire un synopsis comme ça ou des arches parce qu'on n'est pas dans la tête des auteurs. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de discuter après. On a souvent beaucoup, beaucoup de questions sur ce qu'on vient de lire et pour arriver à vraiment partager l'imaginaire parce que c'est ça qui est le plus important. Parce qu'une fois que vous voyez arriver vos séquenciers et les dialoguer, tout ça va très vite. S'il y a encore des flottements sur l'arche narrative sur lesquels vous n'avez pas les creuser, sur des choses qui vous posent des questions, vous n'avez pas les creuser, vous les retrouvez forcément au séquencier et pire au dialoguer, parce qu'au dialoguer, on ne peut plus changer une situation. Voilà, ça se change au séquencier. Euh, donc voilà, et puis non, et puis il y a voilà, il y a une équipe d'auteurs. Les équipes d'auteurs pour l'instant sont assez fixes et fonctionnent bien. C'est assez dur de constituer une équipe d'auteurs qui fonctionne bien ensemble, qui a établi les mêmes règles, voilà, qui arrive à passer du séquencier au dialogué, en dialoguant pas forcément les mêmes personnages d'un épisode sur l'autre, et d'arriver à trouver toujours une constante sur chaque personnage. C'est une vraie expertise, quoi. Moi, je les trouve extrêmement talentueux. Voilà, et puis sur OPJ, c'est un peu différent parce que là aussi, il y a un atelier d'écriture qui est tenu par une femme depuis le début, qui est extrêmement talentueuse, avec des auteurs qui sont en train de voilà, socialiser. C'est un peu les mêmes maintenant qu'on retrouve et qui ont été des auteurs qui ont été formés aussi parfois sur Foudre, voilà, et qui sont très fidèles. Alors, on a reçu d'autres questions du chat. Ouais. Je ne sais pas si tu les as. Alors, C'était sur le on- scénario. oui, on revenait sur l'écriture et l'intégration en fait de la situation sanitaire. Ouais. Alors la personne demandait donc quelles autres adaptations ont dû être faites au niveau de l'écriture pour éviter le risque sanitaire. Alors ça, c'est plutôt du coup en termes créatifs. On a un petit peu abordé, Thomas Desmatéis a un petit peu abordé cette question-là. Qu'est-ce qui a dû être, enfin, quelles contraintes finalement sont intervenues? Alors, en fait, ce qui est là où il faut se poser les bonnes questions et vraiment se poser pour y répondre, c'est de savoir ce qu'on veut dire au public, en fait. Bon, on avait un public qui a traversé quand même une phase assez difficile, assez complexe. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Il y a tout le corps médical qui a quand même été soumis à beaucoup, beaucoup de stress. On a une vie qui est devenue, je dirais, en dehors anormale, mais anormale, enfin qui est devenue atypique. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on colle à la réalité, est-ce qu'on parle de la réalité, ou est-ce qu'on essaie d'esquiver un peu des choses, d'en parler autrement. Donc, on a tous été d'accord, évidemment, pour continuer de faire des séries aspirationnelles, c'est-à-dire des séries qui font rêver, des séries qui vous changent du quotidien, des séries qui vous font vous évader, qui vous font avoir des émotions, du plaisir, du rire, etc., etc., qui touchent des sujets parfois très sérieux, surtout dans Plus belle la vie, parce que c'est aussi ce qui est attendu
de Plus belle la vie, hein, c'est d'aller gratter des sujets de société, moins dans Un si grand soleil, et Thomas le disait très bien, on est plus dans une série probablement que dans un feuilleton, hein, dans les termes plus conventionnels et classiques, comme on entend un feuilleton. Ensuite, ça a été acté par tout le monde, hein, qu'on voulait. Après, on a eu un problème, c'est qu'effectivement, les histoires qui devaient se retrouver en mars, elles se sont retrouvées en juin. Et donc, les histoires, le bac, tout ça, ça s'est retrouvé en août et en septembre. Et on n'a pas pu faire autrement. Les textes étaient écrits, on pouvait pas, ça grippait la machine, on ne pouvait plus faire marche arrière, en fait. Donc, on s'est retrouvé avec des choses assez anachroniques, malheureusement. Mais on doit dire, on a surveillé beaucoup ce qui se passait sur les réseaux sociaux et comment le public réagissait. Et je veux dire que le public a été extrêmement bienveillant avec nous, mais même j'en étais même étonnée à ce point-là, très bienveillant en disant que les pauvres, ils ont eu des problèmes, ils ont réussi quand même à s'en sortir, c'est pour ça que le bac est maintenant, etc. etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de drame voilà, là-dessus. Après, la façon dont on a dû changer les histoires. Par exemple, sur Un si grand soleil, il y avait une histoire qui était prévue l'été, qui se serait retrouvée à la rentrée, en fait, qui était une histoire policière assez drama, assez lourde, assez forte, hein, mais assez lourde, et qu'on a décidé de supprimer complètement. Donc ça, c'était une marche complètement à la poubelle, voilà, ce qui est assez douloureux financièrement. Sur Plus belle la vie, on a aussi fait des aménagements. Voilà, on n'a pas pu décaler complètement parce qu'on a repris l'antenne assez tard en fait par rapport aux autres. Donc on s'est tout de suite retrouvé dans l'été et on n'a pas pu changer la rentrée parce que voilà, c'était déjà en tournage, etc. Mais on a décidé pour les deux de ne pas faire du coronavirus à part le compte à rebours d'Un si grand soleil, pour les deux feuilletons et pour OPJ aussi d'ailleurs, de ne pas faire du coronavirus un cas et de ne pas en faire une histoire surtout. C'est-à-dire qu'on le traitait soit dans une histoire, tout d'un coup il y a un rappel, quelqu'un est cas contact ou quelqu'un, etc., mais plus d'en parler de façon un peu anecdotique, comme on peut en parler entre nous, voilà, normalement. Sur Un si grand soleil, on a décidé définitivement qu'on mettait des masques à tout le monde en arrière-plan. Voilà, ça a été acté comme ça. Là, on s'en est vraiment libéré, hein. On est repassé à autre chose. À l'hôpital, il y a toutes les personnes, les infirmiers, etc., quand ils sont en arrière-plan, qui ont un masque. Et puis, de toute façon, c'était impossible. On ne pouvait pas avoir des personnages avec des masques. De toute façon, c'était impossible. Ça, c'est totalement prohibé en fiction. Donc, il a fallu faire avec. Donc, on a fait des espèces de moyens chemins dedans. Le plus gros souci, alors à Plus belle la vie, on a fait le choix de ne pas faire porter de masque du tout. Même si, paradoxalement, c'est la série la plus quotidienne et qui aurait été le plus impactée justement par le port du masque, hein, c'est ce que tout le monde vit aujourd'hui. Mais on a décidé de ne pas le faire, c'était trop compliqué. On s'est dit qu'on allait rester plus dans de la fiction comme ça, de fiction plus traditionnelle. Et ce qui est le plus dommageable pour tous les feuilletons, et ça, on n'en est pas encore sorti du tout, c'est tout ce qui est au niveau des hugs, des câlins, des scènes d'amour, des gens qui s'embrassent, etc. Mais c'est bon pour toutes les fictions hein, qui ont été tournées depuis. Alors là, par exemple, on a eu de la chance parce que sur Un si grand soleil, on a une histoire entre deux comédiens qui sont mariés dans la vie et qui débute une histoire d'amour. Et vous n'imaginez pas le soulagement tout d'un coup de voir deux gens s'embrasser réellement sans tricher sur les focales, sans tricher sur le montage ou les cadrages, etc. Mais de voir une vraie scène d'amour, ça a fait du bien à tout le monde. Donc, on est encore très empêché par ça. C'est vraiment dommageable. Tous les comédiens, en fait, répètent avec des masques à distance et ils n'enlèvent les masques et ils se mettent dans la distance réglementaire que pendant la prise. Voilà. Et ça fonctionne tout ça, hein, parce qu'on a eu très très peu de cas quand même finalement. On a eu un cas quand même qui était un cas contact. Je ne sais pas si vous aviez vu sur Plus belle la vie, parce que il y a eu quelques articles à ce moment-là où notre cas contact venait de tourner pour un prime de Plus belle la vie, d'accord. En l'occurrence, c'est Mila, le rôle de Mila. Elle tourne son prime et le dernier jour, juste après le tournage, et on a eu de la chance, elle nous annonce qu'elle est cas contact, la pauvre. Et donc, elle devait de nouveau tourner dans la quotidienne. Le seul problème, c'est que la quotidienne qui était après était en fait diffusée avant
le prime. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Et donc, on a dû prendre une jeune comédienne qui était formidable d'ailleurs, une jeune comédienne pour jouer le rôle de Mila au quotidien. Et dans les épisodes qui étaient avant le prime, justement, on a collé le visage de Mila sur le physique de la comédienne qui la remplaçait. Et une fois que le prime était passé, là, on est passé vraiment sur la seconde comédienne. Et là, de nouveau, un public très bienveillant, voilà, très étonné, mais très bienveillant sur le remplacement de Mila qu'ils adoraient, en fait, qui est un des rôles préférés. Voilà. J'ai lu aussi, quelque part à propos des scènes, d'amour et des câlins, baisers, que, vous aviez pris un couple en fait de doublure, un vrai couple dans la vie pour, être doublure sur le tournage. Absolument. Oui, oui, parce qu'on en a des scènes d'amour quand même. Donc vous ne voyez pas les visages, on voit juste les corps et oui, parce que ça fait partie de la vie, les scènes d'amour et il n'était pas question de s'en passer et puis ça apporte vraiment de l'émotion, ça voilà, donc oui, mais sur les 2, hein, on a fait ça. On pouvait pas faire autrement, absolument. Alors, moi j'avais une question aussi. Vous avez parlé plusieurs fois donc, de la reprise, des feuilletons, après l'interruption. Comment est-ce que ça s'est articulé exactement? Vous aviez des épisodes en réserve? Si oui, combien et combien de temps pour reprendre le fil? Alors on en avait, pour, Un si grand soleil, on devait avoir 25, je me souviens plus exactement, il faudrait que je retrouve les chiffres, mais à peu près 25 épisodes de réserve, ce qui fait 5 semaines d'avance quand même, hein. Donc ça veut dire que en 5 semaines, vous avez le temps de commencer de reconstituer le stock. Mais l'idée, c'était qu'on ne voulait pas, commencer de tourner et tout de suite vider le stock. Il fallait prendre suffisamment d'avance pour être sûr de pouvoir, au fur et à mesure, regratter. Donc on a repris, je crois que quand on a repris, on avait réussi à être à peu près à 15 épisodes d'avance. Voilà, ce qui était un peu plus confortable, ça fait 3 semaines d'avance, ça fait 3 semaines, ça passe vite. Et sur Plus belle la vie, le problème, c'est que quand on a repris le tournage, enfin, il y avait du stock, mais le stock, il y avait pas mal de stock, il y a 35 épisodes à peu près quand on a arrêté le tournage, ou 30 peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc ça nous a permis de durer à l'antenne pendant un certain temps, d'enquiller sur la rediffusion et de reprendre tout de suite après, en fait. Mais le stock, là, il est un tout petit peu plus faible. On en a du stock, mais il n'est pas aussi fort que ce qu'on avait en recommençant. Voilà. Ah, Alors, du coup, il a fallu quand même, arbitrer, entre ce problème-là de stock. Enfin, comment vous avez géré, vous, ce manque de stock et quand même une exigence, de diffusion, Ben, bien? en fait, ça a été des échanges avec les antennes euh, pour bien leur faire comprendre à quel point on se mettait en danger ou pas en ayant peu de stock à l'avance, d'accord. Donc, ça a été une situation un peu difficile à ce moment-là, au mois de mai l'année dernière, hein, pour arriver à protéger un peu et la diffusion et en même temps la production. Donc, on s'est beaucoup parlé en fait avec les antennes, les producteurs, etc., pour prendre cette décision tous ensemble parce que il fallait aussi préserver l'antenne. C'est un feuilleton quotidien et plus vous reveniez tôt, mieux c'était. Et en même temps, revenir tôt sans avoir commencé la production, c'était impossible. Donc, il y a eu une espèce de mi-chemin, je dirais, qui a été pris. Ça a été différent sur France 2 et sur France 3, mais un mi-chemin qui a été pris pour préserver en fait l'ensemble, l'antenne et la production. Mais c'est compliqué hein, de reconstituer un stock parce que vous avez 2 semaines de tournage, vous avez à peu près 3 4 semaines de post-production, plus la vérification. Voilà, donc il faut compter 6 semaines en tout à peu près. Donc voilà, on n'était pas avec 6 semaines d'avance d'antenne, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, après, il faut mettre les bouchées doubles. Ils ont travaillé des jours en plus, ils ont aménagé. Enfin, voilà, ça a été lourd. Ouais. La reprise a été assez lourde. Hem Alors, on a une question sur, les épisodes des 2 feuilletons sont disponibles en replay.
pendant un mois, il me semble. Mmh. Finalement, et il y a là aussi la place grandissante des plateformes. Il y a notamment la plateforme Salto qui démarre. Quelle place prend le numérique dans vos feuilletons quotidiens? Alors, vous voulez dire le numérique, les réseaux sociaux ou plus enfin les 2 peut-être et les plateformes? Mmh. Alors, Un si grand soleil, quand on l'a créé, on a tout de suite intégré dans nos discussions le numérique. Parce que, le numérique a 2 grandes fonctions. D'abord une fonction de communication, de faire savoir, ça c'est très important, donc qu'il faut surtout pas négliger, et une autre fonction qui est le relais du contenu. Voilà. Donc, on travaille de très, très près avec les éditions numériques, hein, sur les 2 feuilletons. OPJ, c'est un tout petit peu différent, mais je peux vous en parler après. Mais, sur Plus belle la vie et Un si grand soleil, en fait, il y a des équipes dédiées, sur tout ce qui est édition numérique, réseaux sociaux. Donc, en gros, c'est Instagram et Facebook, hein, c'est les 2 gros réseaux sociaux. Twitter un peu moins, Twitter un peu plus institutionnel, mais il y a quand même des choses sur Twitter aussi pour, les 2 feuilletons. On travaille avec eux très en amont, c'est-à-dire qu'ils sont au courant des arches narratives, des histoires. On les briefe sur les histoires qui vont arriver dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, voilà. Donc ils sont très, très en amont. Et nous, quand on reçoit le premier montage d'un épisode pour les 2, ils le visionnent, ils le voient en même temps que nous, en fait. Donc ils peuvent aller extraire de la matière, en fait, et préparer leur matière à partir de ça. Ensuite, ils ont des façons de travailler assez différentes, les 2. Mais en gros, sur les réseaux sociaux, bah, ce qui fonctionne le mieux, c'est tout ce qui est, révélation, et histoire d'amour. Ça, on fait le plein à chaque fois. Et puis il y a des comédiens qui attirent plus que d'autres, et cetera, qui sont un peu plus people que d'autres, voilà, qui attirent plus. Mais je dirais que c'est quelque chose d'en même temps qui sert la série, parce que c'est très complémentaire, hein, au point de vue des contenus, puisque en gros, c'est le même contenu qui est réaménagé, remonté autrement et puis éditorialisé autrement. Après, il y a du contenu propre aussi pour les 2, c'est-à-dire que les 2 fabriquent, des pastilles, ce qu'on appelle des pastilles, complètement originales, autonomes. Alors ça peut être quelque chose de très simple comme, aller filmer la vie du comédien, voilà, l'interviewer et cetera. Faire un point sur, les équipes techniques, sur la production, sur un lieu, sur un décor, sur une nouveauté et cetera. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Et puis, donc ça, c'est souvent très apprécié, hein, tout ce qui est behind the scene, voilà, tout ce qui est décor, fabrication et cetera, ça les internautes aiment beaucoup. Et puis, il y a une vraie vie des internautes qui est, les discussions qu'ils ont entre eux. Alors, c'est modéré évidemment parce que tout ne peut pas être filtré comme ça, hein, voilà, mais pour nous, c'est en même temps une source d'information très importante, et pour eux, c'est une façon de faire vivre la série aussi. Je ne sais pas si vous avez tous regardé un peu ce qui se passait sur ces réseaux sociaux, mais les discussions sont souvent assez étonnantes, et les internautes aiment beaucoup se projeter, imaginer les histoires, qu'est-ce qui va se passer, etc., en discuter des théories des uns des autres. Et puis parfois, ils ont la dent dure sur certaines histoires ou sur certains personnages. C'est pas ça qui va guider nos choix éditoriaux, hein, qu'on soit bien clair du tout, hein. Les choix éditoriaux, ils se font, tellement plus en amont, et puis on a des études qualitatives aussi, et puis c'est des discussions entre nous, et puis c'est notre métier aussi, hein, de sentir l'air du temps, de voir ce qui peut intéresser les gens, hein. Donc, voilà. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir quand ils détestent un personnage, par exemple, quand ils rejettent totalement un personnage, vous pouvez être sûr que ce personnage-là, ils vont l'adorer 3 semaines après. Donc, on se formalise pas du tout pour quoi que ce soit. Voilà. Et pour OPJ, c'était très différent parce que c'était la suite OPJ un peu de Cut. Et Cut a été la première série en France qui était accompagnée d'un dispositif, à l'époque, ça s'appelait multimédia, hein, il y a 9 ans, 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Transmédia, c'est-à-dire que vous aviez pendant les épisodes, tout d'un coup, un pop-up comme ça qui apparaissait, Facebook, enfin, c'était pas Facebook parce qu'on n'avait pas le droit de mettre le logo Facebook, Instagram, et en instantané, vous retrouviez, l'information sur votre compte. Donc, on avait fait, c'était assez expérimental et ça a très, très bien fonctionné. Là, c'est assez différent. Là, on a fait plus
Facebook de personnages, pas de comédiens, mais de personnages, voilà, qui sont très visités aussi, très regardés. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de ce qu'on regarde en linéaire, qui passe comme ça, en 26 minutes, il y a plus de temps probablement qui est passé à chercher, à fouiner, à regarder, à s'informer, etc. Et non, non, ça fonctionne très, très bien, les réseaux sociaux. Après, concernant les plateformes, donc il y a eu l'ouverture de Salto récemment. Donc, sur Salto sont proposés 48 heures à l'avance des feuilletons, hein, par rapport au linéaire. On a aussi sur la plateforme France Télévisions, ça c'est depuis, c'est vrai que c'est de juin, c'est pas depuis septembre 19, je crois. Les feuilletons sont mis en non linéaire sur les plateformes à 6 heures du matin. Et ça fonctionne très bien. C'est le genre feuilleton est le genre qui fonctionne mieux en preview comme ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a un nombre fixe, on a à peu près 200 000 téléspectateurs, point barre, et ça ne bouge pas. Ce qui n'a rien à voir avec les 3,5 millions qu'on fait sur Plus belle la vie, 4 millions qu'on fait sur Ainsi grand soleil. Vous voyez, c'est très marginal. Voilà, très, très marginal. On a en replay pas mal de visiteurs aussi, pas mal d'internautes, mais ça n'a rien à voir en proportion. On est dans des proportions de 12% à peu près du public. Alors après, ça varie beaucoup, c'est-à-dire que, par exemple, DNA a un très gros taux de replay parce que c'est à une heure où les gens ne sont pas forcément devant la télévision ou font autre chose que de regarder la télévision, etc. Donc, le replay est très important. Sur Plus belle la vie, il est assez important aussi parce qu'il y a l'info en face, donc il y a des gens qui le regardent, qui peuvent le regarder juste après. Et sur Un si grand soleil, en fait, on est dans une programmation où en face, on a des scènes de ménage sur M6, et finalement, il n'y a pas tellement d'autres grosses propositions puisque les primes commencent à 21 heures. Et donc, du coup, on a moins de replay que les autres feuilletons. Voilà, naturellement. Merci. On va peut-être prendre les questions de la discussion du chat parce qu'on en a reçu un certain nombre. Alors, on a notamment des questions sur la série Scam. Alors, du coup, on s'éloigne un petit peu des feuilletons quotidiens, mais c'est du coup une série plus jeune, enfin pour les jeunes en tout cas, et entièrement numérique. Et peut-être une question sur le lien entre les deux. Est-ce que ce ne serait pas envisagé à un moment de passer les feuilletons quotidiens entièrement numériques ou pas? Non, ce n'est pas envisagé. Pour ce que je viens de raconter là, c'est que quand vous faites 3 millions, 4 millions à l'antenne, voilà, c'est que ça a une vraie place en fait. Hein. C'est pas, non, c'est pas du tout envisageable pour l'instant en tout cas. C'est ce qu'on ferait de nos 3 millions, 4 millions, ils ne viendraient pas forcément sur des plateformes regarder. Ce serait une perte énorme pour eux. Enfin, il y a des tas de gens qui regardent encore beaucoup. La télévision linéaire est encore un média très très fort. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on travaille pour l'instant, là où nos métiers ont beaucoup changé, c'est qu'on travaille autant le linéaire que le non linéaire. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont totalement imbriqués. On travaille tout le temps ensemble. Les éditions numériques, parce que c'est un service entier à France Télévisions qui s'occupe du contenu, on travaille avec eux régulièrement, tout le temps. Ils ne peuvent pas faire quelque chose en dehors de l'antenne et ils se nourrissent de tout ce qui est fait sur l'antenne. Donc voilà, ils sont très très présents. Ce qu'il faut savoir, c'est que Scam a été créé aussi. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe du tout, donc je vais avoir du mal à en parler plus longtemps, mais Scam a été créé quand même comme une fiction destinée à être sur une plateforme dès le début. Donc, le travail était complètement différent. Hein. C'est avec un public beaucoup plus ciblé, beaucoup plus particulier, etc., qui a vraiment un grand, grand succès sur ce public-là. Hein. Voilà, les feuilletons quotidiens, c'est bien ce TF1 que France Télévisions, c'est une ouverture beaucoup plus populaire avec un public extrêmement large et transgénérationnel. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup nos contenus, nos histoires sur du transgénérationnel. Il faut que tout le monde puisse regarder ensemble. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais une question aussi. Peut-être plus pour revenir sur la question on en a déjà parlé un peu, mais sur la question de la crise sanitaire, comment vous, personnellement, vous l'avez vécu cette période et vous la vivez encore avec le télétravail, etc. Est-ce que… Vous voulez dire de façon plus générale? Ce qui manque, c'est de ne pas être ensemble.
Ça, c'est terrible parce qu'on a un travail très, très collectif, en fait, hein. On n'est pas du tout cloisonné. Notre travail et un feuilleton, faut savoir, ces 2 feuilletons-là, c'est 250 personnes qui travaillent dessus, hein. Donc, il y en a beaucoup, 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 évidemment, dans le Midi, hein, c'est même la majorité. On est quelques-uns à travailler, à Paris. Mais le fait de plus se voir, induit beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'on perd beaucoup de chair dans tout. On perd beaucoup de choses dont probablement on ne se rendait pas compte quand on était dans une vie, plus traditionnelle, de la facilité avec laquelle on se parlait, on partageait, on réglait les problèmes ensemble. Là, régler un problème, ça demande une coordination colossale. D'abord, pas qu'avec mon équipe, mais avec les équipes extérieures, avec les antennes, avec la programmation, avec bandes annonces, avec beaucoup de monde. Et alors que d'habitude, il suffisait de descendre un étage ou d'aller à côté et vous régliez le problème en 2 minutes. Là, un problème réglé en 2 minutes, c'est un problème qui met un jour ou deux à se régler avec des petits bouts comme ça. Vous envoyez des SMS, les gens ne sont pas forcément disponibles. Vous appelez, les gens ne sont pas forcément disponibles aussi. Je dois dire que les Teams ou les Zooms qu'on fait, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé encore pour coordonner, voilà, les choses. Mais c'est beaucoup une affaire de coordination, notre travail, hein. C'est que tout le monde soit au courant aussi au même moment. Et comme on le fait quand on est chez soi, quoi, qu'on n'est plus avec du monde. Donc nous, de temps en temps, quand on descend qu'on va en salle de montage, hein, pour visionner des films. Alors d'abord, on est 3-4 dans la salle, hein, on n'est pas plus que ça, hyper masqués, avec du gel plein les mains. Et donc ça se passe bien, mais c'est des moments qui nous manquent parce que c'est des vrais moments de partage où quand vous regardez ensemble un film, c'est pas du tout la même chose que de le regarder dans votre coin avec un lien, de penser les choses. On rebondit pas de la même façon, on construit tous ensemble en fait. On passe notre temps à rebondir sur ce qu'on dit les uns les autres, à avoir une idée par rapport à ce qui vient d'être émis, à réagir sur l'actualité. Je veux dire, les feuilletons quotidiens, on est très en lien avec l'information, l'actualité aussi, donc d'autant plus sur Plus belle la vie. Donc, ce qui était très simple avant, où tous les matins on arrivait avec des idées, etc. Là, il faut s'appeler. Tout ça est très, très chronophage. C'est-à-dire que dans une journée, moi, quand j'ai fait 6 Zoom ou 6 Teams, c'est vrai que vous êtes un peu rincé, hein, à la fin de la journée. Il faut beaucoup d'énergie. Donc voilà, donc je dirais qu'avant tout, c'est épuisant en fait ce télétravail. Voilà, c'est assez épuisant qu'il faut. Et mon équipe, je fais extrêmement attention aussi à leur bien-être et moral et physique. C'est très très important. France Télévisions a mis à notre disposition beaucoup d'outils pour ça, qui sont assez performants et on a beaucoup de chance là-dessus. Mais il faut toujours faire attention, quelqu'un peut craquer, être fatigué, voilà. Après, on se dit tous qu'on a de la chance, qu'on a du travail, qu'on est en bonne santé, voilà, et qu'il faut s'adapter, quoi, hein. Il faut vraiment s'adapter. Ce que je pense, c'est qu'après, quand on sera sorti de cette crise, le travail sera plus le même, hein. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, après, on va peut-être revenir 2 jours par semaine, voilà, avant de revenir à une véritable normalité, hein, mais voilà, les gens qui se faisaient avant 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir, et qui venaient tous les jours au travail, je pense que d'une certaine façon, ça va être terminé. Pour les gens qui habitent loin, c'est quand même d'être en télétravail, c'est quand même un véritable avantage, hein. Voilà. Et est-ce que justement, vous considérez quand même malgré tous ces aspects, négatifs que la période a fait gagner quelque chose en nouvelles manières de travailler, en nouveaux Oui, enjeux? bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'on reviendra à quelque chose de très différent après. C'est qu'on a tous appris quelque chose sur le tas, là, mais on a tous appris à travailler en distanciel. Et je pense que probablement parce que quand il y a pas mal de sondages, hein, sur l'appétence des Français à revenir sur le lieu de travail ou à rester en télétravail, il y a quand même une bonne majorité qui a trouvé que le télétravail était quelque chose de formidable et que de revenir 2 jours sur son lieu de travail, c'était bien. Donc, ils ont réussi à trouver de nouvelles habitudes. Et c'est vrai qu'il y a des tas de nouveaux outils qui sont arrivés. Moi, ce que je pense, c'est que c'est incontournable de se voir et d'être ensemble au moins 1 fois ou 2 par semaine, incontournable. Ne serait-ce que pour le moral des troupes, ça c'est vraiment important parce que c'est là où on se soutient beaucoup, on affronte des problèmes ensemble, on résout les problèmes ensemble aussi. Après, c'est vrai que sur les feuilletons, en tout cas côté diffuseur, je dirais le plus gros volume de travail qui est la lecture des textes
les notes sur les textes, les réunions de travail sur les textes, etc. Tout ça, ça se fait de façon assez simple en télétravail. Ça, c'est pas trop compliqué. Voilà. Ce qui est plus compliqué, c'est de partager, d'avoir des réunions de réflexion sur toutes les problématiques qu'on peut avoir dans la journée. Et on en a pas mal hein, qui sont extrêmement différentes d'un jour à l'autre. Ça, c'est plus compliqué seul, ouais. C'est plus compliqué. Voilà. Donc, c'est vrai que le management à distance, franchement, c'est pas génial. Hein. Pas du tout. Enfin, moi, je trouve. Je trouve que ça se fait à plein de niveaux. C'est-à-dire, ça se fait à un niveau humain, personnel. C'est-à-dire faire vraiment attention à tout le monde quand on voit que quelqu'un ne s'est pas agité dans la journée, c'est l'appeler systématiquement pour avoir de ses nouvelles, voir si tout va bien, etc. C'est beaucoup s'entraider aussi. Alors, il y en a qui vivent pas trop loin les uns des autres, donc ils réussissent à se voir de temps en temps. Donc ça, c'est avec les règles sanitaires, etc. Mais ça, c'est plutôt assez bien. Et puis après, il y a toute l'organisation du travail de tous les jours qui est compliquée. Et le fait de ne plus aller sur les tournages, ça, c'est très compliqué aussi. Parce que il y a des tas de choses qu'on pouvait, des tas de choses annexes, je dirais, au feuilleton sur lesquelles on fait vraiment intervenir, aider, etc. Ne serait-ce que quand il y a la construction d'un nouveau décor, faire les choix de couleurs, de meubles, de stylisme, etc. Tout ça est compliqué. Ils ne peuvent pas, alors ils nous envoient des photos de maquettes, etc. Mais c'est un petit détail, mais c'est des choses comme ça. Il y a des centaines de choses comme ça, voilà, qu'on ne peut plus arriver à régler. Après, je pense qu'effectivement, on va s'organiser autrement. Je pense qu'on va peut-être gagner de la place dans les bureaux aussi en s'organisant bien. J'espère que nous, on va pouvoir revenir voilà, un peu cet été, en septembre, et réintégrer vraiment à la fin de l'année. Tout le monde s'est fait cette idée, en fait. Hein, c'est pas... Voilà, on a tous changé, mais vous aussi. Alors, étudiants, c'est encore, c'est vraiment enfin, une vraie souffrance hein, pour certains. C'est très, très compliqué pour vous. Mais je pense que vous aussi, vous avez dû changer vos habitudes de travail. Voilà, accepter de ne pas être en présentiel, accepter de ne pas être toujours ensemble, alors que je trouve que c'est une période de vie où vous construisez tous, hein, en fait, et vous construisez les uns avec les autres aussi. C'est très important hein, d'être en groupe, d'être ensemble, de partager, de travailler ensemble, etc. Et là, d'être isolé, je pense que c'est très, très compliqué pour vous aussi, et que probablement, après, il y aura peut-être, vous aurez aussi peut-être des cours comme ça en distanciel, c'est possible aussi. Après, je pense que ce que ça nous a tous fait découvrir aussi, c'est alors d'abord les limites, nos propres limites, savoir ce qu'on peut arriver à faire et pas arriver à faire. Ça nous a tous obligés à nous organiser beaucoup, c'est-à-dire avoir une rigueur en fait presque hygiénique hein, de la journée. Savoir s'arrêter par moment, savoir reprendre, parce que ce qui est très compliqué quand on est chez soi, c'est que entre la chambre, le salon, la cuisine, quand on était en vrai confinement, il y a pas beaucoup d'autres, il n'y avait pas beaucoup d'autres lieux, donc on n'arrive plus à faire le cloisonnement qu'on fait habituellement quand on revient le soir du travail et qu'on a fait sa journée de travail, on arrive à couper. Là, c'est ça qui est problématique en dehors de la baisse de morale de tout le monde, parce qu'on ne voit pas la fin de cette crise sanitaire, c'est quand est-ce que je m'arrête de travailler, quand est-ce que j'ai ma propre vie, qui est indispensable pour arriver à bien travailler. Hein, donc voilà, mais oui, je pense que là, enfin, j'enfonce des portes ouvertes là, mais je pense qu'il y a voilà, des sociologues, des psychologues et des anthropologues, même philosophes qui se penchent sur les problèmes. Je trouve ça extrêmement intéressant, tout ce qu'on peut lire sur la mutation de la société pour l'instant, extrêmement intéressant. Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour l'instant, mais dans 5 ans, on va s'apercevoir des changements fondamentaux qu'il y a pu y avoir, hein, fondamentaux. Et probablement sur le fait que déjà, on est des animaux sociaux, qu'on a besoin d'être ensemble, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, hein, qu'on était souvent jamais mieux seul et que voilà, et en fait, non, on a vraiment besoin d'être en meute, quoi, d'être ensemble. Voilà, non, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer. Sur les tournages aussi, il y a beaucoup de flexibilité. On leur a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de flexibilité. Thomas en parle très rapidement et on a parlé très rapidement tout à l'heure, mais bien sûr que ça a été très angoissant, hein, cette période. Ils ne savaient pas, ils avaient quand même chacun 250 personnes sur les bras à faire travailler. Et comment les faire travailler, comment les motiver, comment ne pas les perdre au passage avec des gens qui pouvaient déprimer chez eux, etc. Donc, euh, donc voilà, et ils ont vraiment aussi bien sur Plus belle la vie qu'Assis dans le soleil, ça a été moi je trouve une vraie réussite. Hein, ils ont perdu personne en fait. Voilà.
Alors, on a une petite question de fin parce que ça va bientôt être l'heure. Oui. Comment est-ce que vous envisagez le futur de vos programmes? C'est-à-dire de quel point de vue là, en fait, on est sur des contrats, alors c'est sur ces contrats annuels, bisannuels, enfin de 2 ans, 3 ans, etc. Donc, on est sous contrat avec des producteurs. Il n'est pas question d'arrêter quoi que ce soit. Voilà, on est sur une ligne d'avenir, en fait. Hein. Et puis, comment est-ce que vous arrêtez des programmes qui font cette audience-là, quoi, du jour au lendemain? Ça, c'est quand même c'est un peu compliqué à imaginer, mais tout peut arriver hein, dans la vie, ceci dit. Voilà. Mais on n'y pense pas du tout. On pense surtout à l'avenir et on passe notre temps à construire. Alors, par exemple, vous voyez, sur Plus belle la vie, là, on a toutes les histoires qui vont se passer jusqu'en septembre. Et à Si grand soleil, on a jusqu'en août. Voilà. Et tous les mois, ben, on recule d'un mois comme ça. Voilà. Donc c'est non-stop en fait. C'est tous les jours non-stop. Ça n'arrête pas. Voilà. OPJ, c'est un petit peu différent. On a des formats courts aussi, c'est un tout petit peu différent parce que c'est des saisons qui sont commandées à chaque fois. Voilà, mais tant que ça fonctionne, tant que ça remplit le contrat éditorial, il n'y a aucune raison d'arrêter. Voilà, contrat éditorial et d'audience, il n'y a aucune raison d'arrêter. La fiction est un genre très lourd, hein, France Télévisions, c'est le premier gros investissement dans les programmes de création. Voilà, c'est des heures et des heures de programme chaque année. Nous, on y contribue voilà, à notre façon dans la journée. Puis il y a aussi la fiction de prime time qui est extrêmement, extrêmement importante, avec beaucoup de cases de soirée. Voilà, donc non, la fiction, elle a encore beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Hein. Moi, je pense, hein, beaucoup d'histoires. On a toujours l'impression à chaque fois, quand on lit une nouvelle arche, une nouvelle histoire, moi, je suis toujours extrêmement, comment dire, c'est très agréable de découvrir une nouvelle histoire puis quand on a nos personnages qui sont déjà incarnés, les rôles qui sont incarnés, c'est assez agréable de pouvoir lire et d'imaginer ce que ça va être, mais je trouve que les auteurs débordent d'imagination, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'à chaque fois, on a tout raconté sur un personnage et hop, on le tord, on le met dans l'autre sens et c'est reparti encore pour un bout de temps. Donc, c'est assez merveilleux, la fiction, pour ça. Hein. Nos métiers, c'est de raconter des histoires, hein, en gros, c'est rien de plus. Hein. Donc, voilà, et il faut des talents pour ça. Quoi. Et quand on dit des talents, c'est tous les auteurs. Dans les auteurs, j'inclus aussi les réalisateurs, hein, parce que c'est une chose de raconter une histoire, c'est une autre chose de la mettre en scène ensuite, hein, et de faire passer les émotions par les comédiens. Ça, c'est très, très compliqué. Voilà. Mais pour l'instant, on est sur ces 2 feuilletons qui sont des investissements extrêmement lourds pour France Télévisions. On ne va pas en développer un 3e là du tout. Hein. C'est pas du tout dans l'ordre des choses. Voilà, on essaye d'améliorer tout le temps parce que tout est perfectible. Donc on essaie d'améliorer tout le temps les 2 feuilletons. La Plus belle la vie, on l'a fait remonter. Ça y est, c'est bien, c'est en train de bien remonter. Donc on est vraiment content. Et Un Si grand soleil, on essaye de monter aussi. Vous savez, en France, il y a à peu près 13 millions de téléspectateurs qui aiment le feuilleton, qui regardent des feuilletons. Ce qui est assez colossal, d'accord. Donc, ils ont 4 feuilletons à disposition et il y a des doublons dans les feuilletons. Voilà, par exemple, on sait qu'il y a 1 million de téléspectateurs de Plus belle la vie qui viennent voir Un Si grand soleil. Voilà. 1 million de Demain nous appartient qui vient voir Un Si grand soleil aussi. Donc, ils peuvent regarder 2 feuilletons. 3 feuilletons, c'est plus rare, hein, parce que ça vous prend 1h30 dans la journée quand même. Et puis, le feuilleton, c'est pour les téléspectateurs, il faut faire extrêmement attention parce qu'on est tellement addict à un feuilleton quand on aime vraiment son feuilleton que quand quelqu'un plonge dans un feuilleton, il faut qu'il soit sûr d'avoir le temps de regarder le feuilleton le lendemain, etc. Sinon, il ne le regarde pas. Il préfère ne pas regarder plutôt que de regarder et ne pas pouvoir voir la suite. Et bah, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris. Je vous en prie, ça va, voilà, que vos internautes, les élèves et les étudiants plutôt ont trouvé des choses intéressantes dans ce qu'on a dit. Voilà. C'est des métiers très particuliers. Hein. C'est des beaux métiers. Les beaux métiers, il faut les faire avec passion parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Il faut aimer travailler déjà. Beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, oui, pour tout le monde. Mais c'est bien, c'est très sain. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci pour votre organisation et pour vos questions pertinentes.
Merci et en espérant peut-être pouvoir, l'année prochaine faire ça en présentiel. Ah, j'espère vraiment, absolument. Merci à toutes celles et ceux qui ont Au suivi. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.